Alors, dans cette perspective, là, dans le cadre de cette présentation, je vais parler d'adaptation sous forme de bande dessinée de nouvelles littéraires. La bande dessinée s'appelle Bloodstar, on a la couverture de la première édition, qui est publiée, qui est réalisée par Richard Corben, et publiée aux États-Unis en 1976, chez un petit éditeur qui s'appelle Morning Star Press, qui a été réédité par la suite. Je parlerai que de la première édition, même s'il y a eu des variantes qui sont intéressantes dans les deux éditions suivantes, mais là, pour des questions de temps, je vais me concentrer sur cette première édition. Qui est l'adaptation en fait d'une nouvelle de l'écrivain américain Robert E. Howard, le créateur de Conan et un des fondateurs du genre de l'heroic fantasy. Et la nouvelle s'appelle The Valley of the Worm de 1934, La vallée du ver. J'y reviendrai. Mais cette adaptation, si j'en parle, c'est aussi parce qu'elle est, particulière, parce que c'est une des premières bandes dessinées américaines à utiliser explicitement l'étiquette graphic novel. Et je vais y revenir. Ça ne se voit pas là sur la couverture, mais sur les rabats, etc., j'y reviendrai, c'est présent. Donc c'est une des toutes premières initiatives d'usage explicite sur l'ouvrage lui-même de l'étiquette. Donc ici, mon attention se portera sur l'adaptation, sur un aspect particulier du phénomène de l'adaptation. Pour les producteurs, c'est-à-dire les auteurs, les éditeurs, l'adaptation, c'est un outil de mise en relation d'espaces distincts. C'est un outil de mise en relation d'espaces distincts, les espaces des œuvres et des genres, donc là, la littérature textuelle ou la bande dessinée de part et d'autre, des espaces de production, donc c'est-à-dire les créateurs et leurs intermédiaires pour ces deux univers-là, et des espaces de réception, c'est-à-dire les publics, qui peuvent évidemment se superposer, de ces œuvres. La mise en relation là, qui est opérée, elle est esthétique, elle est formelle, hein, c'est-à-dire qu'elle organise des rapports de forme, mais elle est aussi symbolique. C'est-à-dire que le processus de rapprochement, là, il dit quelque chose, il exprime la nature de la relation entre les espaces rapprochés. Une relation égalitaire ou hiérarchisée, pacifiée ou conflictuelle, c'est à voir selon les cas, et là, on y reviendra. Donc voilà, c'est cette idée de mise en relation d'espace par les auteurs à partir de l'adaptation. Du point de vue du chercheur, donc là, moi en l'occurrence, l'adaptation, ça fonctionne du coup comme un révélateur du système de référence esthétique et symbolique des auteurs. Et plus spécifiquement, c'est un révélateur de leur conception de la littérature. Et c'est ce que je vais essayer de montrer ici. Donc voilà, c'est autour de cette idée-là de l'adaptation, c'est comme ça que je la prends ici. C'est en ça que ça m'intéresse là. Être attentif à ces aspects comme ça de système de référence, de mise en relation, etc., je pense que ça rend possible une autre approche de l'étiquette graphic novel et de son histoire. Ça permet de ne pas faire une histoire téléologique ou rétrospective, même si ça peut être utile. Hein. Et récemment, Yann Battens et Hugo Frey ont montré l'utilité d'une telle histoire rétrospective, pour utiliser leurs termes. Mais le risque, évidemment, c'est de faire une espèce de recherche vaine des origines à partir de catégories contemporaines. Ce qui fait qu'on peut laisser de côté, oublier certains aspects ou ne pas les considérer. Moi, ce que j'essaierai d'avoir là, c'est plutôt une approche historiquement située et neutralisée de l'étiquette. Que voulait dire l'étiquette lorsqu'elle a été mobilisée, lorsqu'elle a été introduite par les auteurs eux-mêmes? Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du champ de la bande dessinée au moment où l'étiquette est utilisée? Donc c'est dans cette perspective-là que je vais essayer de procéder. Et en l'occurrence, on verra comment Bloodstar permet, l'analyse de Bloodstar est en adaptation, ça permet de détacher l'étiquette graphic novel de ses relations contemporaines avec la littérature consacrée. Finalement, on peut les penser séparément. Ça permet aussi d'avoir une approche moins, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais moins légitimo-centrée des stratégies de positionnement et de distinction. Ici, se distinguer, ce n'est pas se référer à la littérature classique ou contemporaine. Se distinguer, c'est se référer à la littérature de genre et de son histoire. On va y revenir. Dernière série de remarques introductives, mais je les ferai plus rapidement que prévu, je pourrais y revenir si vous voulez. C'était juste présenter Richard Corben. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Certains le connaissent sans doute, d'autres moins. Il est moins connu de nos jours qu'il ne l'a été dans les années 70-80. C'est un dessinateur américain né en 1940, mais qui est toujours actif. Il publie encore régulièrement. Il a commencé sa carrière dans l'animation, le dessin animé, mais aussi dans l'illustration, couverture, poster, etc. Et sa carrière en bande dessinée, elle débute vraiment dans l'underground en 68, dans les comics underground en 68, où il y a un grand nombre d'histoires courtes qu'il publie. Mais assez vite, il va se rapprocher du mainstream, mais à la marge du mainstream, en publiant dans les magazines d'horreur de Warren, Eerie, Creepy.
Là, je vous ai mis quelques images. Ça, c'est une de ces histoires célèbres de la période underground, Rolf. C'est la couverture de la 2e édition, mais une page intérieure, qui est citée dans Bloodstar d'ailleurs. C'est repris dans l'intro de Bloodstar. Ça, c'est son œuvre phare, connue dans la zone francophone, parce que c'était traduit dans Metal Hurlant. C'est explicite, hein, j'y reviendrai. On voit aussi sa technique de couleur qui l'a rendu célèbre, qu'il n'a pas toujours utilisé, mais qui avait comme ça, qui tranchait à l'époque. Donc il se rapproche du mainstream via Warren. Il va ensuite participer à Heavy Metal, la version américaine de Metal Hurlant. Et après, il va avoir une longue période d'auto-édition, en fait. Il va avoir sa propre maison d'édition avec une faible diffusion. Puis à la fin des années 90, il se rapproche vraiment pour le coup du mainstream, puisqu'il va travailler pour Image, DC, Marvel, et de nos jours, largement Dark Horse. Ça, c'est des images de sa période Warren, une adaptation d'Edgar Poe, je reviendrai. L'adaptation de Lovecraft chez Marvel récemment. Et voilà, c'était juste pour présenter rapidement quelques images de Corben. Alors, sa technique, elle est quand même assez particulière, hein. C'est ce que j'appellerais un réalisme caricatural. Là, ça apparaît là. Il y a une espèce de rendu hyper réaliste, parfois photoréaliste, des objets, des corps, des matières, en noir et blanc et en couleur. Alors en couleur, c'est particulièrement frappant, mais appliqué à des corps et des contextes non réalistes et caricaturaux. Là, les corps, on le voit bien, hein, ils sont excessifs en tout cas. Les hommes bodybuildés et les femmes à la poitrine surdimensionnée. Le plus souvent, c'est des histoires courtes, et très souvent, il a fait des adaptations, mais pas seulement, hein, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Et le plus célèbre de ces adaptations, c'est la série autour d'Edgar Poe, mais c'est un peu trompeur, et j'y reviendrai. Alors, pour ma présentation, j'aurai 3 parties. Une première partie sur l'ambition affichée dans l'utilisation de l'étiquette graphic novel, puis l'adaptation comme inscription dans un espace circonscrit, et là, je reviendrai sur le choix, justement, par Corben d'adapter Howard. Et enfin, sur les choix thématiques et formels de Bloodstar et comment ça révèle une conception naïve, c'est pas une expression qui est de moi, j'y reviendrai, de la littérature. Donc voilà, ce sera autour de ces 3 parties que j'organiserai mon propos. Alors sur le roman graphique, le graphic novel, peut-être juste un rappel historique que je fais très rapidement, là je renvoie aux différents travaux de Jean-Paul Gabier, de Yann Battens et Hugo Frey, de Charles Altfield, R.C. Harvey, ou Paul Levitz. C'était des auteurs qui ont des approches un peu différentes, mais ils reviennent tous à peu près tout le temps sur le même point clé, les mêmes étapes clés. Donc il y a l'introduction du terme graphic novel et sa variante plus large, graphic story, en 1964, par Richard Kyle, qui est dans les réseaux du fandom américain, qui va se professionnaliser mais qui est dans le réseau de fans, qui introduit ça dans un article à faible diffusion. Mais le terme va se diffuser via la reprise dans des articles et dans des titres de revues. C'est surtout au milieu des années 70, et c'est exactement la période qu'on va étudier là maintenant, que le terme va être repris par des auteurs et des éditeurs. Avant la reprise à grande échelle dans les années 80, qui est plus familière de tous. En gros, ce qui est retenu par l'historiographie là, que j'ai cité, c'est toujours les 4 mêmes initiatives. Alors, je ne vais pas faire un retravail d'archives pour voir s'il n'y a pas des oublis là-dedans, mais je pense que là, maintenant, ça a été cerné. Toujours les 4 mêmes grosso modo, les 4 initiatives de 76 et 78. J'en ajoute une de 74, The First Kingdom, de Jack Katz, qui est publiée sous forme de magazine noir et blanc, comics, mais qui, dans l'introduction du premier numéro, se revendique comme un novel, comme un roman. Et dans une lettre qu'il avait envoyée à Will Eisner en 74, il parle de son œuvre comme un graphic novel. Donc voilà, on peut le rattacher. Ensuite, en 1976, il y a Beyond Time and Again de George Metzger, qui vient d'Underground, publié entre autres par Kyle, l'introducteur du terme. Ensuite, une série qui est généralement mal identifiée, la série Fiction Illustrated, dirigée par Byron Price, dont on voit le nom à plusieurs reprises, qui a fait 4 numéros. Et cette revue se revendiquait comme étant America's First Graphic Novel Review. C'est le terme qu'ils utilisent sur les couvertures et l'intérieur, etc. Donc c'est une revue de graphic novel. Ce qui est surprenant, c'est qu'on cite généralement que le numéro 3 de Steranko, en oubliant complètement qu'il y a eu un 1 et un 2 et un 4, alors que les termes sont récurrents. Dès le début, ça se présente comme graphic novel review. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut les considérer comme un tout. En 78, l'initiative précoce la plus célèbre, c'est celle de Will Eisner, Contract with God, mais en 78, hein, c'est 2 ans plus tard. Et en même temps, à quelques semaines d'écart, ou quelques mois d'écart,
un album qui s'appelle Sabre, John McGregor et Paul Gulassi, qui n'utilise pas le terme de graphic novel, mais de comic novel. Mais je l'intègre parce que là, finalement, on est très proche du terme et de la période. Ça a donné lieu à une série de comics très classiques par la suite. Donc, voilà comment le terme est mobilisé dans les années 70. C'est quasiment là le corpus intégral. Ce qui apparaît là, c'est que toutes ces différentes œuvres là revendiquent très directement l'expression graphic novel. Elles vont l'utiliser dans tout le paratexte, hein, ça apparaît sur la couverture, sur les quatrièmes de couverture, sur les jaquettes, dans les introductions. Et le point commun de tout ce que je vous ai montré là, c'est qu'à chaque fois, il y a une préface ou une introduction, ce qui n'est pas classique hein, dans ce genre de format, différents formats d'ailleurs, mais il y a toujours une préface et une introduction qui visent à expliciter ce qu'on appelle un graphic novel. Donc il y a vraiment une ambition là qui est revendiquée, qui est affichée et qui se veut expliciter. Alors du coup, moi je vais parler de la préface de Bloodstar qui fait 2 pages. Elle n'est pas signée, mais bon, c'est soit Corben, soit les 2 responsables de Morning Star Press. Qu'est-ce qu'il en dit? Pourquoi est-ce qu'il parle de graphic novel? Ce qu'il met en avant, c'est l'affirmation d'une innovation formelle et artistique. Je cite, et je traduis, Bloodstar constitue un grand pas en avant pour l'art du comic strip à travers sa synthèse révolutionnaire d'idées et de formes artistiques. Dans ce livre, l'imagination et la puissance visuelle du comic strip sont mariées à la complexité et à la profondeur du roman traditionnel, produisant un hybride captivant qui peut être le mieux décrit par l'étiquette de graphic novel. Donc voilà, c'est les premières lignes. Ce qu'on fait, c'est nouveau, c'est du graphic novel et c'est plus ambitieux. Là, le caractère littéraire de l'œuvre est affirmé. Dans la préface, là, ils font allusion à la prose puissante de Robert Howard et en même temps au thème brut et poignant de la tragédie de Sophocle. Donc Bloodstar, dont on a vu l'image tout à l'heure, c'est Howard et Sophocle en un volume. La valeur de l'artistique de l'œuvre est affirmée par son rapprochement avec d'autres formes d'art. On souligne la proximité entre Corben et la peinture, Corben et le cinéma, en dehors de la littérature. Et enfin, il y a l'accent qui est mis sur la portée humaine ou existentielle de l'œuvre, puisqu'on nous dit que le savoir-faire de Corben transforme, permet de tenir ensemble fantasy et réalité fondamentale de, je cite, l'expérience humaine. Donc ça se veut du divertissement, mais pas que. Donc on le voit, hein, l'utilisation du terme n'est pas du tout anodine. Il y a des vraies ambitions artistiques et littéraires qui sont revendiquées à travers ce terme. Alors j'en viens du coup à l'adaptation même. Je vous l'ai dit, hein, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Robert Howard, Valley of the Worm, de 1934, qui est publiée dans le magazine Weird Tales, le pulp Weird Tales, qui est un des magazines fondateurs de l'horreur et du fantastique en période contemporaine américaine. Cette nouvelle raconte, pour le dire en deux mots, hein, comment ça raconte le combat dans un passé très lointain entre un guerrier, qu'on voit ici dans l'illustration d'époque, et un grand ver, qu'on voit ici, dans une cité encore plus ancienne. Ça se passe dans un passé lointain et un combat dans une cité très ancienne. Et la nouvelle présente ça comme étant, comme ce combat comme étant l'origine de toutes les légendes de tueurs de dragons. Dans les légendes nordiques, comme Tyr, pour Persée, Beowulf ou Saint-Georges. C'est ça l'entrée de la nouvelle. Voilà d'où viennent toutes ces légendes. C'est de ce combat que Howard va nous raconter. Donc c'est paru dans Weird Tales. Au moment où Corben fait son adaptation, en 1976, c'est pas un vide graphique. Dès le début, on a des illustrations. J'ai trouvé que celle-là, parce que je n'ai pas accès à Weird Tales 1934. Mais très récemment, en 1973, juste avant Corben, il y avait une version Marvel, illustrée par Gil Kane, dans un comics Marvel. L'adaptation par Corben est une adaptation libre. Il y a toute une série de transformations. Là, je ne fais que les citer. Il y a des changements dans la structure narrative. C'est pas le même narrateur. Il y a des extensions du récit. On va rajouter des péripéties, des personnages, notamment un personnage féminin. Il y a des retraits. Tout ce qui disparaît, c'est la dimension raciale omniprésente chez Howard, parce que son personnage est arien, explicitement arien dans la nouvelle, et ça le distingue des Pictes qui viennent du sud et qui sont évidemment moins nobles et moins humains. Ça va disparaître chez Corben complètement. Il y a un déplacement temporel. Chez Howard, c'est le passé lointain. Chez Corben, c'est le lointain futur post-apocalyptique. Mais finalement, c'est des barbares, hein, dans les deux cas. Et il y a certains enjeux qui sont redéfinis. Je pourrais y revenir sur instinct tribal contre relations sentimentales. C'est pas les mêmes logiques. Et le texte est parfois repris, parfois non.
Mais au-delà de la fidélité, hein, c'est pas ça qui m'intéresse ici, c'est le système de référence dans lequel Corben s'inscrit. On voit bien que là, ce qui se joue, c'est une référence à la littérature populaire de divertissement, les périodiques, les pulps, et au genre, la fantasy et la science-fiction. Et le rabat présente Bloodstar comme étant un science, comment il dit, science fiction fantasy adventure, donc un mélange des deux. Donc il y a vraiment ce rattachement au pulp et au genre. Et ça, c'est exemplaire en fait de toutes ces premières initiatives. Toutes les initiatives que j'ai citées tout à l'heure, elles sont toutes inscrites dans ces genres issus des pulps. Et ça apparaît aussi dans les discours théoriques qui les ont accompagnés. Là, j'en ai montré deux. Steranko, qui fait une histoire des comics à la même époque, qui commence par un long chapitre sur les pulps. Byron Preiss, qui publie et réédite des pulps à la même époque. Donc c'est vraiment ce contexte-là qui est mis en avant, mais j'ai pas le temps de développer. Ça se retrouve aussi ensuite chez Corben lui-même, puisque Corben il va faire toute une série d'adaptations, je vous l'ai dit. Edgar Poe, mais pas seulement, il va adapter Lovecraft, Clark Ashton Smith, qui est proche de Lovecraft, Howard, je vous l'ai dit, William Hodgson, l'auteur fantastique de La Maison au bord du monde, par exemple, et, ce qui est plus moderne, à son époque, Harlan Ellison, l'auteur de science-fiction des années 70. Mais c'est tous des auteurs de science-fiction et de fantasy qu'il adapte. Et Edgar Poe, du coup, il est trompeur, parce qu'Edgar Poe, il n'est pas là comme classique de la littérature américaine, il est là comme grand ancêtre du genre, en fait. C'est pour ça qu'Edgar Poe est adapté par Corben, en tout cas, c'est comme ça que ça peut apparaître. Donc on voit que ce qui joue ici, c'est une inscription dans un espace très circonscrit. C'est un espace littéraire particulier, celui de la science-fiction et de la fantasy. Et le positionnement qui joue ici avec l'étiquette graphic novel, c'est pas en termes de littérature légitime contre comics illégitimes, on se rapprocherait de la littérature légitime, c'est autre chose. C'est une distinction du caractère juvénile des comics par la référence à ce qui est perçu par les auteurs comme étant plus adultes, la science-fiction et la fantasy. Et c'est comme ça que ça va se jouer. Donc c'est un rapprochement de la science-fiction et pas de la littérature légitime ou consacrée. Et dans les 3 minutes qui doivent me rester, j'en viens au choix thématique et formel, et à la conception naïve que ça révèle. J'ai pas le temps de développer, il faudrait parler de l'aspect matériel, physique du livre. On pourra y revenir si vous voulez, qui cartonnait, grand format et luxueux. Mais d'un point de vue formel, je ne citerai que 4 points. C'est un récit relativement long qui permet le déploiement du récit et son achèvement. Donc il n'y a pas du tout de dimension feuilletonnante là dans la démarche. C'est un récit complet sur 90 pages environ, ce qui est... Par exemple, la version Marvel, elle faisait 21 pages. Là, on a 90 pages pour un récit complet et ample. C'est du noir et blanc, ce qui va être après abandonné par Corben. Il en fera une version couleur par la suite, donc il y a peut-être une dimension juste pratique plus qu'esthétique, mais malgré tout, ça crée une différence avec la production de l'époque. Et surtout, il y a une attention particulière à la composition des pages. Là, je vous ai mis une séquence de 4 pages, où on voit à peu près les choses, comment finalement il y a une recherche quand même dans la composition des pages, des cadres qui s'effacent, des agencements de cases un peu particuliers. Et ce qui structure bien souvent ces pages, c'est les blocs de texte. Il y a un rapport texte-image qui est très important, et ça me permet ma dernière remarque formelle, c'est l'importance du texte dans cette adaptation, du texte au sens vraiment typographique, hein, et d'ailleurs qui est typographié, il n'est pas calligraphié, il est typographié. Ce qui changera par la suite aussi, mais là, il est tapé. La construction des pages se fait autour des blocs de texte qui sont des récitatifs. Là, on le voit, hein, c'est l'agencement des cases joue avec l'agencement du texte. On le voit à différentes reprises. Après, il y a des fois où c'est plus classique, et il y a des fois où il n'y a pas de texte du tout, d'ailleurs. Là, c'est la première page du livre, un gros bloc, et on a les 2 images qui comme ça... un angle. On a aussi des pages muettes ponctuellement. Elles sont plus rares. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment la place très importante donnée au texte. Visuellement, c'est ce qui saute aux yeux quand on prend l'ouvrage. Et dans un contexte de référence au roman, évidemment, c'est pas anodin de donner autant de place au texte, à la dimension textuelle de la narration. Et c'est une dimension, si je la souligne, qu'on retrouve chez les autres initiatives de la même époque. Là, c'est Fiction Illustrated, Starphone, c'est le numéro 2. Celui de Steranko, qui est le plus célèbre, qui a été traduit en France par exemple. The Red Tide. Il y a des pages où il y a des cases et des phylactères, des bulles, mais il y a aussi beaucoup de pages où on a finalement des blocs de texte. Et là, tout le récit est constitué uniquement en blocs de texte qui sont calés sur la taille des images. Donc ce rapport au texte est extrêmement présent, et chez Eisner aussi, hein, il y a une
façon particulière d'inscrire le texte. Ça, c'est Sabre, le plus tardif, qui est un peu intermédiaire et pas fondamentalement différent de ce que le même auteur fait chez Marvel à la même époque, mais aussi beaucoup de textes. D'un point de vue thématique, là j'ai parlé des aspects formels, d'un point de vue thématique, ce qui va ressortir dans ces graphic novels et dans Bloodstar, là, outre la science-fiction et la fantasy que j'ai déjà évoqué, il y a l'évocation et la représentation relativement explicite de la violence, il y a du sang, il y a des chairs déchirées, et de la sexualité. On voit des corps nus, on voit des seins très explicitement, on devine un sexe masculin. C'est des choses qui sont inimaginables dans les comics de l'époque, et là que Corben se permet dans Bloodstar. Donc violence, sexualité. Même si par rapport aux comics underground de l'époque et par rapport au Corben du début, que je vous ai montré, Den, on n'a pas ça. On n'a pas ces représentations hyper sexuelles, hyper présentes. Mais on a des nus et une scène d'amour physique dans Bloodstar. Donc il y a le caractère explicite, et ce qui s'y ajoute aussi, c'est une volonté de sérieux. Ça se veut sérieux, il n'y a pas d'humour du tout, alors que chez Corben, c'est très présent, et parfois même à la limite de la parodie, de l'ironie. Pas là. Là, on est dans quelque chose de sérieux, et c'est ce que soulignait la préface en parlant de dimension existentielle, comme ça, d'expérience humaine. Donc là, ce qu'on voit finalement, c'est un attachement, et j'en arrive bientôt à ma conclusion en 2 phrases, c'est un attachement à des indices romanesques relativement superficiels, finalement. Pourquoi c'est un roman ? Parce que c'est un long récit. Pourquoi est-ce que c'est adulte ? Parce que c'est sérieux avec un caractère explicite. Pourquoi est-ce que c'est littéraire ? Parce qu'il y a beaucoup de textes. Et parce que ça brasse des thèmes qui sont considérés comme profonds. La vie, la mort. C'est presque comme ça que c'est explicitement dit dans les introductions. Et c'est ce qu'on peut appeler une conception naïve, je reprends le terme de Yann Battins dans un article de 2012, de la littérature. Mais naïve, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire finalement une conception de la littérature qui est... là c'est moi qui reformule, mais inconsciente ou oublieuse des règles et des principes de valorisation de la littérature légitime. Ils ont une vision comme ça de la littérature qui est tronquée, parce qu'en fait elle se réfère avant tout au pulp. La littérature, c'est du texte et du sérieux. Finalement, à part ça, ça ne renvoie pas à grand-chose d'autre. Et donc pour conclure, ce que j'essaie de vous montrer, je pense que ça donne deux pistes de réflexion. D'une part sur l'étiquette même, graphic novel et ses usages. Et on voit qu'en fait, c'est une ambition réelle affichée, mais qui est circonscrite, la science-fiction, la fantasy, un genre, et qui, rétrospectivement, on peut dire que c'est une ambition mal orientée. Quand je dis mal orientée, ça veut dire mal payée, mal récompensée. Les auteurs dont je vous ai parlé, ils sont presque oubliés. Dans les histoires des graphic novels, on les cite, mais juste en passant, éventuellement on les disqualifie en disant que c'était quand même pas terrible, ou c'est oublié, c'est-à-dire que certains on les cite jamais, et surtout on les réédite jamais. Donc il y a vraiment comme ça une espèce d'erreur de positionnement. Ils ont voulu sortir du juvénile sans se rendre compte que leur reconnaissance littéraire viendrait de la sortie du genre. Et c'est pas ça qui s'est fait. Sans se rendre compte ou sans vouloir s'en rendre compte. C'est encore autre chose. Et la dernière remarque, c'est que ce type d'approche, ça permet de réfléchir aux espaces pertinents à partir desquels penser l'histoire de la bande dessinée et à ce qui relie ces espaces. Là, on voit que la bande dessinée, ça peut être vu comme un champ autonome, un espace autonome, mais on ne peut pas le comprendre sans les espaces qui gravitent autour, et notamment pour les États-Unis des années 70, le fandom de science-fiction. Et donc, il faut vraiment réfléchir à ces différents espaces, à leurs articulations. Et qu'est-ce qui les relie ? C'est pas la forme, pas le dessin, c'est pas le style littéraire, mais c'est le récit, c'est l'histoire, le genre et ses conventions thématiques. C'est ça qui va finalement unifier le fandom de science-fiction et qui va en faire le lien avec la bande dessinée. C'est ces thèmes. On a des barbares, des fusées et des femmes nues. Voilà, c'est autour de ça que ça va se passer, plutôt qu'autour d'enjeux proprement esthétiques ou formels. Et du coup, voilà, il faut réfléchir aux différents espaces et à ce qui les relie. Et je pense que ça, du coup, ça pose des questions pour la transmédialité, sur la centralité du récit. Là. Ça a été rappelé à un moment dans un colloque. Et j'ai fini. Et ça faisait 25 minutes.